bienvenue donc pour ce troisième talk vidéo de la journée sur l'espace Milipol au Comité français pour la défense civile. Donc Milipol, c'est le salon des États, mais là nous allons faire une petite entorse à la règle. Nous allons parler des rapports entre les États et les collectivités locales, voire un peu plus large, la population et les entreprises, sur le thème de la catastrophe. Donc collectivité territoriale et catastrophe est le thème de notre talk. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser Twitter pour réagir donc avec le petit hashtag qui va s'inscrire sur l'écran. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou de vos réactions pendant la durée de ce talk. Alors pour discuter de ce sujet collectivité locale et catastrophe, je vais faire un premier tour de table et puis ensuite nous commencerons par un exemple. Alors ce tour de table, tout d'abord à ma droite, Monsieur Dean Vaux, qui est responsable du développement d'affaires, tourné business development chez Astrium. Nous sommes dans un salon international, donc on peut le dire en anglais. Ensuite, donc Monsieur Patrice Laya, qui est rédacteur et blog du Pavillon Orange au Comité français pour la défense civile et AI territoriale et qui connaît très bien le sujet des collectivités territoriales. De l'autre côté de la table, le général Serge Garrigue, qui est ancien chef d'état-major de la zone de défense de Paris, qui connaît très bien les problématiques de la plaque parisienne, et nous en parlerons un petit peu, et puis également toutes les problématiques liées à la gestion de crise. Et enfin, M. Éric de Frottin, qui est en charge du pôle gestion de crise à la mairie de Paris. Alors j'aurais peut-être une première question pour Éric de Frottin. Demain, nous avons un peu vécu une crise, une mini-crise hier à Paris. Quand une crise se passe, alors d'un peu plus grande ampleur, on va dire, impliquant un peu plus la population, quand ce n'est pas forcément une crise ponctuelle de sécurité publique, comment la ville est organisée pour faire face à des événements majeurs? Alors, il faut savoir qu'à Paris, il y a une organisation un peu particulière. La ville dispose d'un certain nombre d'outils à sa disposition, mais le chef d'orchestre à Paris, dès lors qu'il y a une crise, c'est le préfet de police. Donc c'est l'État? C'est l'État, c'est le directeur des opérations de secours. Et pour dire les choses d'une manière un peu simpliste, dans ces cas-là, c'est lui qui pilote la crise, qui va la gérer, et la ville, entre guillemets, se met à disposition du préfet de police. Alors dans ce cadre-là, quelles sont les grandes fonctions que la ville assure? Alors, si le préfet de police a la responsabilité de l'alerte des populations. Ce n'est pas le rôle de la ville. En revanche, le maire, la ville, a la responsabilité de la sauvegarde, du soutien des populations. Donc ça veut dire que globalement, vous assurez tout ce qui est, je dirais, les premiers besoins des habitants de Paris, si jamais ces besoins primaires tels que l'eau, l'énergie ou l'hébergement venaient à manquer. Tout à fait, c'est de notre responsabilité. C'est un travail qui est d'ailleurs une réflexion qui est faite en collaboration avec l'État, mais il appartient à la ville de répondre aux premiers besoins effectivement de la population sinistrée. Alors, on parlera un petit peu des outils, de comment vous abordez les choses, mais je me tourne peut-être vers le général Garrigue pour parler un petit peu du rôle de l'État et de l'interface entre l'État et la collectivité locale. Alors Paris est un cas un petit peu particulier puisque les pouvoirs de police du maire sont dévolus à Paris au préfet de police, mais plus globalement, comment se passe la relation entre l'État et les collectivités? Qu'est-ce que l'État attend des collectivités et vice-versa, qu'est-ce que les collectivités peuvent attendre de l'État? On s'aperçoit depuis les 10 dernières années, si vous voulez, qu'il y a une sorte de bascule. Auparavant, effectivement, l'État régalien, entre guillemets, remplissait toutes les missions dans le domaine de la planification et gestion de crise. Maintenant, on est beaucoup plus dans une démarche partenariale dans laquelle les communes ont leur vrai positionnement dans cette gestion de crise. Et par exemple, si on prend l'Île-de-France, le préfet de police ne peut pas gérer les 1000 communes qui se trouvent sur l'Île-de-France. Il se doit, si vous voulez, par rapport aux actions, de coordonner les actions de l'ensemble des maires, de telle façon que par capillarité, ça puisse atteindre la population. Donc il y a un vrai travail partenarial à développer de plus en plus. Alors ce travail partenarial, il n'est pas forcément en France inclus, je dirais, dans l'ADN, parce que c'est une évolution que l'on constate depuis un certain nombre d'années à la suite d'un certain nombre de crises, y compris en Île-de-France, on s'en souvient avec la neige. Espérons que cette semaine ne nous apportera pas encore un épisode neigeux difficile à gérer, mais globalement, est-ce que cette démarche, Patrice Laya, se retrouve également dans d'autres régions hors de l'Île-de-France? Est-ce que les maires prennent de plus en plus, je dirais entre guillemets, le pouvoir sur la question de la gestion de crise et quels sont leurs rapports avec l'État? Oui, je pense que il y a un mécanisme qui s'appelle le plan communal de sauvegarde, qui a été rendu obligatoire avec la loi de 2004
dans les communes. Alors, ce plan communal a eu beaucoup de mal, pratiquement 10 ans après, a eu beaucoup de mal à démarrer. Et on s'aperçoit que depuis 4-5 ans, bon, il y a un taux de communes qui prend en main la gestion des risques avec ce plan communal de sauvegarde. Alors justement, ce plan communal de sauvegarde, quel est son but et quelles sont les fonctions qu'il doit assurer? Alors, par rapport à ce que disait le général Garrigue, justement, parler de partenariat, de coopération, et je crois qu'au-delà de son volet organisationnel, pour que la commune soit mieux préparée à faire face à un événement majeur, ce plan communal de sauvegarde permet aussi d'être cohérent avec les actions de la préfecture. Si à un moment l'événement devient très important et on déclenche le plan Orsec, il faut que la commune soit en capacité d'apporter son soutien à ce plan Orsec et d'être autonome pour des événements, on va dire, mineurs. Alors, cette articulation, justement, en termes d'autorité préfectorale et commune, elle est bien comprise, elle est bien articulée ou il y a encore un gros travail à réaliser? C'est très inégal. Très inégal. Je dirais sur l'Île-de-France, par exemple, sur les 1000 communes, vous n'avez que 16% qui ont fait leur plan communal de sauvegarde. Donc, il présente déjà une minorité réellement importante. Et même ceux qui ont rempli leur plan communal de sauvegarde, certaines, c'est une feuille de papier, d'autres, c'est qu'il y a derrière un centre opérationnel réellement et une réaction. Je prends l'exemple de la mairie de Paris, qui de ce fait a fait un plan communal de sauvegarde digne de ce nom, avec un centre opérationnel et une vraie réponse que la mairie peut apporter aux autorités en cas de crise. Alors ça nous fait une petite transition intéressante sur les outils. Alors je reviens à ma question initiale, mais plus orientée moyen, cet aspect-là. Comment matériellement vous gérez cela? Alors je vais répondre tout de suite à cette question, mais je vais compléter un peu ce que disait le général Garrigue. Le plan communal de sauvegarde de la ville de Paris a été établi en 2009 et aujourd'hui, je dirais qu'il est temps de le réviser. Il se trouve que le plan communal de sauvegarde prévoit le dispositif d'alerte à utiliser en cas de crise et que, comme je le disais tout à l'heure, l'alerte est de la responsabilité du préfet de police. Alors pour répondre aux questions d'articulation entre l'État et la commune, nous envisageons aujourd'hui, quand bien même le plan communal de sauvegarde soit un document communal, de le faire co-signer par le préfet de police et par le maire de Paris. Voilà. D'accord, donc ça c'est un exemple. Mais en termes d'outils, qu'est-ce que vous avez comme outil, comme hardware, je dirais, pour gérer la crise, nous disposons d'une salle de crise avec, dans l'organisation de laquelle je ne vais pas rentrer, mais c'est une salle de crise qui fonctionne plutôt bien et qui dispose d'un moyen utile aujourd'hui, d'une application qui est particulièrement utile pour la préfecture de police, pour les différents acteurs qui sont amenés à gérer une crise. C'est une application qui s'appelle Crise Orsec, qui a été mise en place par l'État et qui permet d'avoir une communication en temps réel entre l'ensemble des acteurs gestionnaires de la crise. Au-delà de ça, nous disposons d'un centre de veille opérationnel qui fonctionne 24 heures sur 24. Le centre de veille opérationnel fonctionne comme une radio. C'est un récepteur d'informations et un émetteur d'informations vers différentes entités, notamment vers les élus de la municipalité, vers le secrétariat général, etc. Nous avons d'autres outils qui rentrent plus dans le domaine de la communication, mais ce sont tous les journaux électroniques d'information qu'on trouve sur les trottoirs parisiens. On en a 173, je crois, répartis sur le territoire parisien, qui permettent de diffuser, là également en temps réel, des informations à la population. Nous disposons également des panneaux à messages variables sur le périphérique, qui sont un outil également de transmission d'informations. Nous disposons, en cas d'urgence, d'informations urgentes à dispenser à la population, d'un opérateur de télécommunication qui est en capacité de se mettre en œuvre pour informer dans l'urgence la population. Ouais. Voilà, ce sont un certain nombre d'outils qui sont à notre disposition. Système de SMS. Alors, je vais venir tout de suite sur le terrain des outils, puisqu'on est quand même dans un salon industriel. Il y a beaucoup d'outils qui sont présentés. Et là, on n'a pas encore entendu M. Vaux, mais on va en parler un petit peu, parce que ces problématiques de communication, elles sont essentielles. On le voit aussi bien en France qu'à l'étranger. Notamment,
On en parlait hors plateau sur la question des Philippines, où il semble bien que le défaut de communication pose un problème majeur à l'acheminement des secours. Donc ces problèmes de communication, que ce soit entre acteurs de secours ou vis-à-vis de la population, sont une des clés des réussites en matière de gestion de crise. Alors, lorsqu'il y a une crise, parfois, il y a des problèmes de communication. Soit les réseaux sont totalement saturés parce que tout le monde veut les utiliser, soit les réseaux sont complètement tombés par un phénomène naturel ou voire de malveillance. On parle beaucoup de cybermenaces ces derniers temps, donc on peut imaginer des choses de cette nature. Donc comment une collectivité peut, je dirais, faire face à un effondrement ou à une indisponibilité de ces réseaux? Oui, alors je dirais que l'expérience qu'on a eue, l'expérience opérationnelle qu'on a eue dans la gestion des crises, notamment quand le réseau terrestre est soit endommagé, soit saturé, on l'a eu et on l'a beaucoup travaillé avec la Direction générale de la sécurité civile, de la gestion de crise, avec les SDIS. Donc le ministère de l'Intérieur et les services d'incendie et de secours. Et on a cherché à comprendre comment la technique peut apporter à l'opérationnel. Et de cette façon-là, on voit qu'on peut étayer et développer cette approche-là vers les mairies et vers les collectivités locales, à savoir équiper les mairies de stations fixes en permanence et de stations mobiles au cas où ils ont besoin d'aller sur le terrain. Quand vous parlez de stations fixes ou stations mobiles, on parle de stations donc par des liens satellitaires. Donc pouvez-vous nous préciser un petit peu comment ces liaisons fonctionnent et quel est leur objectif? On fait de la voix, de la donnée, comment ça se passe sur ces liaisons? Typiquement, souvent au niveau des mairies, c'est surtout, ils s'équipent soit par les téléphones satellitaires. À ce moment-là, vous avez la voix, les SMS. Des fois, ils s'équipent aussi de stations à peu près à la taille d'un format A3 ou A4 et ça leur donne un débit, je dirais, débit crête de 492 kilobits. Ce qui correspond à une liaison Internet de bonne qualité, on va dire? Oui, oui. Là, on a poussé un peu plus loin avec la sécurité civile et on regarde aussi avec les mairies et les collectivités locales, à savoir d'avoir une liaison encore plus disponible, permanente, non préemptible, c'est-à-dire quel que soit l'événement, la liaison est toujours là, ce qui fait qu'au niveau des mairies et des collectivités locales, ils peuvent se connecter à tout moment, tout instant et avoir la liaison qui leur... Donc ça, ce sont des systèmes fixes qui sont installés, donc antennes et boîtiers sur les bâtiments. Oui. Voilà. Et vous avez aussi donc des possibilités en matière de mobilité. Voilà, vous avez des systèmes fixes à peu près, quand vous allez au-delà, je dirais, des 492 kilobits, vous avez des systèmes fixes à base de paraboles, je dirais, de paraboles 98 à 1,20 m que vous installez au niveau des mairies, des structures fixes. Et au niveau des stations auto-déployables, vous pouvez l'installer soit sur des remorques, soit sur des véhicules, soit en caisson. Et à ce moment-là, je dirais, au moment où le véhicule est stabilisé, vous avez à peu près entre 7 et 8 minutes pour que la liaison s'établisse. D'accord, donc ce qui veut dire une capacité donc, de communication entre acteurs qui est toujours assurée. Ouais. Est-ce que beaucoup de départements sont équipés de ce genre de système ou ça démarre? À l'heure actuelle, au niveau des SDIS, donc en collaboration avec les SDIS, avec la DGSC, on a à peu près, je dirais, 15-16 départements. 15-16 départements français qui ont des équipements. Alors ce qui est important pour nous, c'est que déjà on a une solution technique, on a différentes solutions techniques, ce qu'on voudrait voir déjà. Quel est le besoin? Pourquoi il l'utilise et pour quelle raison? Ça peut varier d'une collectivité à l'autre ou d'un département à l'autre. Et deuxièmement, ce qui est important pour nous, c'est si on voit bien que ça peut répondre à un besoin, c'est comment au niveau opérationnel ils vont l'utiliser. Est-ce que c'est bien adapté à leur environnement ou pas? Et ça pour nous c'est très très important parce que au moment où vraiment vous avez la crise, il faut qu'ils sachent l'utiliser. D'où l'insister de formation, de travail en amont. Et aussi, des fois, avec les collectivités locales, on fournit des solutions satellitaires dans le cadre des exercices de sécurité civile ou des exercices de plan ARSEC, où tout le monde se retrouve et travaille ensemble. Et là, on voit en quoi vraiment le satellite peut apporter une réponse. Ça, c'est au niveau des télécoms et aussi au niveau des alertes, comme ce que fait notre filiale Predict.
pour l'alerte des inondations. Alors oui, vous avez effectivement une filiale qui travaille beaucoup sur les systèmes d'alerte, la prévision des phénomènes météorologiques dangereux et qui est distribuée dans de très nombreuses communes, qui est un système très intéressant. Je voudrais revenir sur une autre problématique des communications, c'est la communication vers les populations. Alors là, on a vu les dispositifs qui permettent de créer, je dirais, les liaisons, mais finalement, quand une population a besoin d'être touchée, aujourd'hui, ce qui fonctionne, et on l'a vu encore lors de Sandy, c'est Twitter. Et donc, il faut que les gens aient au minimum des communications. Est-ce qu'on peut créer des bulles pour faire fonctionner les réseaux sociaux et comment je dirais, les collectivités se préparent à l'usage des réseaux sociaux? Mais ça, c'est une question que je poserai peut-être à Patrice. Alors déjà, les bulles, parce que quand vous coordonnées, comment faire en sorte que les populations retrouvent une bulle? Est-ce que les opérateurs classiques suffisent ou est-ce que vous apportez aussi des capacités de réponse aux collectivités? Oui, c'est vrai. Au départ, on a commencé à travailler sur le fondamental, la voix, l'Internet, les messageries. Et après, au fur et à mesure qu'on avance, on travaille sur le déploiement des bulles Antares, donc, pour la sécurité civile. On travaille aussi pour le déploiement des bulles GSM dans des régions, soit vous n'avez plus le réseau GSM, soit le réseau est saturé. À ce moment, vous le déployez et à ce moment-là, les gens qui ont des portables peuvent utiliser cette bulle-là. En montant au niveau de la liaison satellite, ils descendent sur notre station d'ancrage et on assure l'intermobilité avec le réseau GSM. Et là, on a fait un travail de partenariat avec SFR. Et on a vu que ça fonctionne. On est en train de commercialiser ce service. Ça, c'est une chose très importante parce qu'on voit bien que les réseaux sociaux et les outils collaboratifs prennent de plus en plus le pas dans la catastrophe. Alors, Patrice, un petit témoignage sur ces questions-là? Oui, les réseaux sociaux commencent à se développer. Bon, il faut bien considérer quand même, on parle de Twitter. Twitter, pour l'instant, est encore relativement peu utilisé. Ça représente moins de 500 000 personnes en France qui utilisent Twitter. Et dans ces 500 000, je crois qu'il n'y en a que 5% qui sont vraiment actifs. Mais je pense que les gens qui sont sur Twitter, pour moi, vont devenir des ambassadeurs. On va essayer de fédérer, et c'est ce qui est en train de se faire, fédérer les gens qui sont concernés par cette problématique du risque, et ils vont devenir des ambassadeurs en espérant que derrière, à nouveau, ils vont rediffuser cette information vers des gens qui n'ont pas Twitter, qui n'ont pas forcément de portable, puisque même si le taux d'équipement est encore important, bon, tout le monde n'est pas équipé, et puis on sait que la population des grands seniors, des plus de 65 ans, n'est équipée qu'à 50%. Donc, il ne faut pas non plus exclure les personnes âgées dans l'information. Alors, c'est vrai que ces réseaux sociaux, Twitter, Facebook, sont des outils, mais je pense que ce n'est pas les seuls. Moi, j'essaie de promouvoir une approche multicanale. C'est qu'il faut utiliser tous les canaux de communication pour aller vers les populations, que ce soit avant l'événement, en information préventive, ou une fois que l'événement s'est réalisé, pour le suivi de la crise. Alors Éric de Frontin, comment vous canalisez l'information vers les Parisiens? Est-ce que vous utilisez également ces réseaux sociaux? Est-ce que vous utilisez d'autres outils que ceux qu'on a évoqués tout à l'heure? La ville commence à utiliser les réseaux sociaux. La ville dispose d'autres outils. Nous avons notamment une application qui s'appelle Paris à la seconde, qui nous permet, alors qui est plus destinée à l'événementiel, mais qui pourrait être utilisée pour délivrer de l'information en cas de situation de crise. Scoop, la ville devrait disposer très bientôt d'un compte Twitter qui sera Paris Inondation, sur la thématique inondation, pour donner des informations sur l'état de la Seine. Idem côté pouvoir public, il y a un intérêt croissant sur ces médias sociaux et sur ces réseaux sociaux. Comment vous coordonnez les messages? Parce que ça va tellement vite souvent dans la gestion de crise. Il y a à la fois, je dirais, les canaux dont on a parlé, mais il y a aussi les messages. Alors les messages, le contenu, c'est pas toujours évident. Alors je dirais que
l'État, si vous voulez, a un projet actuellement, c'est-à-dire le remplacement des réseaux nationaux d'alerte, qui lui donc arrive en limite de vie. Et par rapport à ça, ils essaient de créer un système d'alerte et d'information de la population. Ce SAIP tel qu'il est comme ça a pour but de coordonner tous les vecteurs possibles et imaginables existants sur le terrain. Ça peut être effectivement les panneaux messages variables, ça peut être la partie Twitter, ça peut être un système, et là on attend effectivement que les industriels et que les grands opérateurs développent la partie self-broadcasting, donc imposer des messages sur les smartphones. L'État, entre guillemets, dans ce domaine-là, devrait coordonner, si vous voulez, les messages comportementaux. On a des exemples types par rapport à de multi-attentats, où il y a des messages identifiés qui ont été partagés par l'État, la mairie, les grands opérateurs des transports, donc la SNCF et RATP. Là, c'est un exemple type, si vous voulez, d'un seul message qui part partout. Vous avez parlé plusieurs fois de l'aspect neige. Même chose, là, pour la neige, en Ile-de-France, on a 45 partenaires, dont les 3/4 sont privés et le reste sont des collectivités, ont été mis en place des messages types qui sont partagés et envoyés par tout le monde. Donc l'État est dans son rôle de coordinateur dedans, sachant que les moyens dépendent par contre des collectivités ou des entreprises privées. Alors on voit aussi apparaître dans les grandes crises, on le voit à l'étranger, mais je pense que s'il y avait une grande crise en France, on le verrait un petit peu de la même manière. On voit apparaître toutes les problématiques des cartes collaboratives, des citoyens qui renseignent eux-mêmes, je dirais, des médias. Comment gérer entre l'information officielle et l'information donnée par le citoyen? Est-ce qu'il n'y a là pas des nouvelles difficultés qui s'amorcent dans la gestion de crise et qui, je dirais, compliquent un petit peu la gestion de crise? Alors je dirais qu'on a un exemple que la mairie de Paris peut évoquer, c'est l'aspect Chalex, qui est l'aspect mis en place l'été par rapport à la canicule, avec un lien direct qui est mis en place avec la population âgée, identifiée, qui soit mis en place. Mais si vous voulez, sur cet aspect-là, la remontée d'informations nécessitera une autre démarche. Là, pour l'instant, on est beaucoup plus dans la démarche descendante, la démarche effectivement remontante, exploitation des messages qui pourraient arriver par les réseaux sociaux. Si les autres vecteurs sont effondrés, il faut en face mettre une plateforme qui peut exploiter et analyser ces éléments-là, ce qu'on n'a pas actuellement. D'accord, donc il y a encore beaucoup de progrès à faire. On voit bien que la technologie pousse, je dirais, les doctrines, les moyens très rapidement et que c'est pas évident. Alors, oui, bien sûr. Compléter cette information, enfin, actuellement, nous avons, l'été dernier, été soumis, par exemple, à Paris, à des coupures d'électricité. On s'en souvient, dans le 13e arrondissement, ça a démarré à Levallois en début d'année. Dans le 12e, dans le 14e aussi. Voilà, il y a eu pas mal de mini blackout. Nous collaborons aujourd'hui avec ERDF pour connaître rapidement les zones qui sont impactées et pouvoir traduire ces zones dans un système d'information géographique de façon à identifier dans un délai extrêmement rapide, par exemple tous les établissements publics municipaux qui peuvent être impactés, les maisons de retraite, les écoles, les crèches, mais également toutes les personnes sensibles qui pourraient être localisées dans la zone concernée de façon à leur dispenser une aide si besoin était. Donc on voit bien l'intérêt de ces outils, aussi la difficulté de les faire vivre très rapidement. Mais je voulais aussi revenir sur le comparatif entre ce qui se fait en France et ce qui se fait à l'international. Alors peut-être Patrice, d'abord un petit mot, une réaction à cela, ouais. Et puis ensuite une vision de ce qui se passe en Europe sur les mêmes questions. C'était une réaction par rapport à ces réseaux sociaux là, qui s'invitent dans la gestion de crise. Bon, Paris, je vais sortir de Paris pour retourner en province. Là, il vient de se passer un événement pluvieux dans les Pyrénées-Orientales, là où il y a eu quand même plus de 300 mm d'eau dans certains endroits. Et ce département, il y avait déjà eu un événement majeur en mars l'an dernier. Alors ce département a mis, en lien avec la préfecture, et le quotidien local, qui s'appelle l'Indépendant, ont créé un Twitter spécifique qui a été mis sur le site de ce quotidien. Et au moins là, on n'a que les... Alors, c'est sûr, il y a un modérateur qui est en même temps du journal et de la préfecture, ce qui fait qu'on n'est pas pollué par un tas de messages. Parce que c'est toute la difficulté. Avec Twitter, c'est qu'on a trop de messages à un moment, et pendant la crise neigeuse, on a tout qui arrive. Alors que là, c'est un micro-blogging dédié, donc
message rapide, un microblogging dédié à un événement. Alors là, c'est un événement départemental, mais je pense que c'est quelque chose à étudier. Enfin, tout cela nécessite aussi, je dirais, une acquisition des problématiques et une formation des personnels communaux sur ces questions-là qui est nouvelle. En même temps que Milipol se tient le Salon des maires, nous pourrions avoir cette discussion, je dirais, exactement à l'autre côté de la plaque parisienne au Salon des maires. Mais je voulais revenir pas répondu à, sur la question européenne parce que nous sommes dans un salon international, alors c'est important. Un peu répondu à la question. C'est que la difficulté en France, c'est qu'on a 36 600 et quelques communes. On a des communes de 50 habitants ou de 500 habitants. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui pour ces petites communes de s'organiser. Alors si on prend l'exemple en Belgique, aujourd'hui, bon, le taux d'équipement dans ces outils d'alerte vers les populations est très important. Mais bon, en Belgique, on n'a pas de commune moins de 3500 habitants, donc ça change toujours complètement. Mais il y a aussi le fait que nous sommes en France dans un pays plutôt centralisé. Si on regarde par exemple les pays nordiques, l'Allemagne, la décentralisation je dirais, du système politique fait de manière inhérente, même au Royaume-Uni, les collectivités sont plus présentes qu'en France dans la préparation. Elles sont plus, forcément, elles sont plus investies. On l'a dit tout à l'heure, en France, ça fait 4-5 ans où les maires prennent vraiment conscience de leurs responsabilités. Avant tout, je crois qu'il y a eu quelques cas de maires mis en examen, ce qui fait que ça, comme on dit, ça a réveillé les consciences. Et malheureusement, il faut la catastrophe pour réveiller une conscience et à partir de là, engager une démarche de prévention des risques. Alors pour aller un petit peu sur le terrain international, est-ce que les solutions que vous nous avez présentées sont mises en œuvre et employées au plan international? Est-ce que vous travaillez beaucoup, je dirais, sur le grand export, sur ces solutions satellitaires? Alors, au niveau de la gestion des crises, donc, on a travaillé beaucoup en métropole. On a vu de l'intérêt d'avoir des liaisons permanentes dédiées non préemptives, c'est-à-dire il est toujours là, vous en avez besoin, vous l'utilisez. Et là, on a regardé au niveau de nos capacités satellitaires dans le monde entier et on est en train de développer un service dans lequel vous pouvez pratiquement au niveau de la totalité du globe bénéficier d'un service assuré. Et pendant une période, par exemple, de 2 mois, voilà, vous l'utilisez et vous êtes assuré d'avoir la liaison. Donc, de l'expérience qu'on a eue en France, on a beaucoup travaillé et je dirais, on a travaillé d'abord pour la France. Après, pour les déports à l'étranger, pour les opérations humanitaires, on a déployé des moyens de géolocalisation, notamment pour les unités des USC et la sécurité civile. Après, des petits terminaux permettant des débits soit de la phonie, soit de l'ordre de 492 kilobits. Maintenant, on va aller plus loin pour assurer, je dirais, pratiquement un parapluie satellitaire global dans lequel, pratiquement dans tout point du monde, vous pouvez utiliser cette solution parabolique. C'est sûr que ce n'est pas le même satellite, mais on arrive à faire, par les constellations de satellites, à avoir l'ensemble des liaisons sur le monde entier. Grâce au fait qu'on a déjà notamment développé des services maritimes, on a déjà des choses existantes et donc on peut l'utiliser et le proposer. Je dirais ça va être bientôt opérationnel suite aux différents travaux qu'on a fait, aussi bien au niveau technique, au niveau des acteurs de la gestion des crises. À ce moment-là, on sera capable d'assurer un parapluie satellitaire quasiment mondial. Alors, toutes ces solutions, je pense, sont à voir sur votre stand, le stand Astrium. Donc, si vous êtes sur le salon Milipol, vous pourrez aller visiter ce stand. Alors, ce talk arrive à sa fin. Je tiens à vous remercier d'y avoir participé. J'espère que ça aura donné quelques pistes, je dirais, à nos auditeurs sur ces questions. Et puis, le Haut Comité français pour la défense civile, qui s'intéresse beaucoup à ces sujets, est à votre disposition, donc sur le stand de Milipol également, pour répondre à vos questions sur ces thématiques.
Prochain talk vidéo, lui, beaucoup plus tourné vers l'international et en langue anglaise et qui sera animé par Dan Casesta à 15h30 sur la thématique NRBC et détection des produits illicites. Donc, quelles sont les nouvelles technologies? Ce talk sera en anglais. Je vous donne donc rendez-vous dans 1 heure à 15h30 pour ce nouveau talk. Je vous remercie.